Alors, je vais conclure notre convention. Je remercie tous ceux qui sont en visio, s'il y en a encore, en visio. Normalement, ça devait se terminer à partir de 17h. Je pense qu'il est 17h. Et juste en conclusion, et pour aussi rebondir sur ce que disait Dominique, cette crise, elle a mis en lumière et a renforcé véritablement, je dirais, la notion de service en règle générale. Et si vous avez vu ou entendu Philippe de Sertine dans son dernier ouvrage, Le Grand Basculement, il indique que 75% du PIB mondial sera service et va être service. Donc ça rejoint tout à fait ton analyse, Dominique. Merci à toi. Et comme nous l'avons largement évoqué avec nos intervenants, la réponse aux enjeux de sortie de crise sont des réponses esprit de service, tels que savoir renouer les liens individuels, renouer les liens collectifs au travail, adapter nos modes d'organisation sans tomber dans des excès, parce qu'il y a peut-être parfois des organisations qui en profitent pour restructurer un peu à la serpe, à la va-vite. Et il faut, comme on l'a largement évoqué aussi cet après-midi, donner du sens et donner une place centrale à l'engagement. Ça a été largement évoqué par tous nos intervenants. Et mettons véritablement tout en œuvre pour donner tort à Michel Houellebecq, qui a dit « Le monde d'après sera comme avant, mais un peu pire ». Donc pour rebondir, il faut renouer avec l'ADN du service, l'attention, l'empathie et le plaisir de faire plaisir. C'est tout l'enjeu de notre association Esprit de Service France. Car une des clés de la performance, peut-être pas tout, mais de la performance surtout durable, passe par l'engagement d'être au service d'eux, comme on l'a largement expliqué avec Brice tout à l'heure, au service de toutes ces parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les acteurs, de tout le monde public et sociétal. Merci à nos brillants intervenants et à nos animateurs, Charles-Henri, qui est déjà parti, et Nandini. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à distance et qui sont peut-être encore à distance ou qui en ont tellement marre qu'ils ont lâché l'écran et tout. Et merci à tous ceux qui ont peut-être découvert aujourd'hui Esprit de Service France. L'association est largement ouverte pour tous. On recherche des adhérents, on cherche surtout des idées et partager ensemble toutes nos idées pour vous proposer des solutions que vous pouvez ou pas décliner, capter, s'inspirer. C'est tout l'enjeu de notre association. Donc on a besoin de toutes nos énergies. Je vous remercie de toutes vos énergies, de toutes nos énergies. Je vous remercie à tous et merci à ceux qui sont présents. Et je vais donner la parole pour conclure à Denis Masseglia, qui lui aussi va rebondir. Si j'ai bien compris, si 75% de l'économie va dans le service, l'association a de l'avenir. Au moins, on va être optimiste pour l'association Esprit de Service France qui va faire des petits de par le monde. On va travailler encore davantage avec Dominique. En tant que consultant ? Et avec... Oh. Ah non, on n'a pas les moyens encore des petits. Tu n'as pas précisé qu'elle était aussi membre du bureau directeur de la Fédération française de l'athlétisme. C'est quand même important. Voilà. Je ne vais pas conclure après Maryse parce qu'elle connaît bien mieux le sujet que moi, mais je vais vous inviter à rester et ne pas partir tout de suite parce qu'on va se prêter, si vous voulez bien, à une petite cérémonie qui est tout à fait de celle que l'on apprécie, et moi en particulier, puisque Maryse m'a demandé d'être son parrain pour lui remettre une distinction nationale. Alors donc celles et ceux qui ne sont pas tenus par un engagement qui les conduirait à partir, vous êtes évidemment les bienvenus pour rester encore un petit peu dans cette salle et participer à la cérémonie en question, qui sera la dernière que j'aurai le plaisir de faire en tant que président du CNOSF, parce que je vais en remettre d'autres, mais après... Tu as remis combien de médailles ?
Avec les Olympiques. Non, je n'ai pas compté parce que les médailles sportives, c'est autre chose. Mais les médailles pour lesquelles l'État demande à celles et ceux qui ont déjà été récipiendaires d'officier pour transmettre, eh bien, effectivement, c'est un plaisir d'abord. Et puis ensuite, c'est pas tous les jours non plus. Voilà. Donc, mais quand on a été décoré, on garde le titre, même si on n'est plus en situation de fonction comme je peux l'être aujourd'hui. Je veux juste dire, pour ne pas qu'on se pose trop de questions, qu'il y a une règle au Comité international olympique qui consiste à fixer une limitation d'âge, à savoir qu'après 70 ans, on laisse la place à de plus jeunes et qu'on prépare justement sa succession pour qu'il y en ait d'autres qui assurent la continuité de l'institution. Il n'est pas obligatoire de dupliquer la règle du CIO dans chaque CNO, chaque Comité national olympique. Mais comme c'est la maison mère, comme je suis quelqu'un qui est très respectueux des institutions et en particulier de ce qui fait la règle mondiale d'une philosophie absolument essentielle qui est l'olympisme, qui se rapproche du service d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, moi j'ai souhaité que dans les statuts du CNOSF, il y ait comme règle qu'on ne peut pas être candidat non seulement à la présidence, mais aussi au conseil d'administration du CNOSF à partir du moment où on a passé l'âge fatidique de 70 ans au 1er janvier de l'année de l'élection. Donc, comme je les ai passés, et même un peu plus, bien, je m'applique la règle avec la conscience de ceux qui ont envie de donner l'exemple. Et donc, au cas où vous seriez posé des questions, pourquoi il ne veut pas? Parce qu'on parle de rebond, on parle d'optimisme, on pourrait penser que je suis pessimiste et que j'ai plus envie et que je suis fatigué ou que ceci ou que ça. C'est pas ça. C'est que, quelque part, place aux jeunes, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autres discussions à avoir sur ce sujet-là. Et je te rejoins, Dominique, quand tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'ouvrir. Et peut-être que demain, il y aura une femme à la tête. Vous vous rendez compte, la révolution, si jamais c'était une femme qui soit à la tête du CNOSF. Donc, c'est aussi ça qui fait que c'est un peu la beauté du monde sportif. Donc maintenant, je reprends mon activité première, comme dirait, pas normale, comme diraient les Guignols, mais première, qui est celle d'officier pour cette distinction. Merci d'abord de m'avoir choisi, Maryse, comme parrain. Ça me fait très plaisir, comme je viens de te le dire. Tu es quelqu'un qui ne laisse pas indifférent de par l'énergie, de par l'enthousiasme et de par la personnalité qui est la tienne. Mais avant de parler de cette personnalité, il est d'usage de faire un petit peu le parcours qui t'amène aujourd'hui à être distingué par la République. Alors, tu es né en 1961. Je ne me suis pas trompé dans la date? Je te rappelle, j'ai 36 ans. Bon, alors, on va dire qu'il y a une erreur, mais on ne sait pas la date exacte. Alors, on va continuer, et après des études normales qui t'ont conduit à avoir une formation d'Institut d'études politiques, de RH et de communication, tu es diplômé de l'ISTEC, et donc tu as un diplôme d'ingénieur marketing. Ce n'est pas des mots qui... Marketing, moi, ça ne me plaît pas trop, même si c'est un mot d'usage courant. D'abord, il est un peu dur et ne correspond pas tout à fait à la personnalité qui est la tienne, qui serait plutôt dans la bienveillance et dans l'énergie. Bon, c'est peut-être un mélange des deux qui t'a conduit à faire d'abord du commercial. C'est marrant parce que beaucoup de gens passent d'abord par le commercial. On a vu Jean-Bernard Falco ce matin dans son expression. Lui aussi, c'est peut-être une école extrêmement difficile qui fait qu'il faut convaincre, il faut se retrousser les manches. C'est peut-être l'école de ceux qui ont le plus à démontrer qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des qualités, et c'est probablement une école très formatrice. Ça n'a pas été mon cas, donc je me garderai bien d'en parler, mais je suis admiratif de celles et ceux qui sont capables, entre guillemets, de faire du commercial, parce que moi, quand je rentre dans un magasin, je ne discute jamais. Je regarde le prix, puis j'achète. Voilà. Donc, ou j'achète pas,
Donc, il n'y a même pas besoin d'essayer de me convaincre. Donc, je ne suis pas un bon client pour un commercial. Voilà. Mais je suis pour autant assez admiratif de celles et ceux qui font du commerce leur métier, parce que c'est vraiment une spécialité et je pense qu'elle est extrêmement formatrice. Mais très vite, tu es devenu quelqu'un qui s'est occupé de recrutement et de communication, et en particulier dans le domaine de l'assurance, ce qui est aussi un métier sans doute difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et pour le connaître un petit peu, celui-là, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'assureurs qui sont partenaires du mouvement sportif. Et alors là, je ne vous dis pas, entre les assureurs mutualistes et les assureurs privés, il y a quand même aussi parfois quelques tiraillements qui font que vous êtes étiqueté en fonction de celui qui est partenaire de l'institution, alors que, honnêtement, on prend le partenaire qui s'intéresse à vous et on est bien content quand on l'a. Et après, on fait le travail de partenariat qui doit être le nôtre et c'est fort logique. Et donc, je pense que l'assurance a aussi été quelque chose qui a conduit à ta formation et à devenir ce que tu es aujourd'hui. Et avant d'être dans l'entreprise qui t'emploie, qui elle aussi est un partenaire du mouvement sportif, tu es passé par le côté livre. C'est bien le livre parce que c'est peut-être ce qui forme aussi le plus les personnes, parce que quand on lit, on est seul et on est concentré, on intègre ce que l'auteur a écrit et on s'enrichit forcément à travers la lecture d'un livre. Donc je pense que ça aussi, ça a dû être un métier passionnant à travers lequel tu t'es sans doute accompli, notamment parce qu'il t'a conduit ensuite à être dans le groupe Bolloré. Alors, dès qu'on parle de Bolloré, on se dit que ça doit être un peu la jungle. Je ne sais pas si c'est la vue qu'on peut avoir de l'extérieur. Là aussi, il faut exister dans un milieu qu'on peut penser impitoyable. Et donc, ce n'est pas le même milieu après que le milieu bancaire dans lequel tu as atterri à partir de 2002, où tu as été d'entrée responsable méthode et prospective des ressources humaines dans le groupe et en particulier à Banque Populaire. Alors, il faut lire deux fois, là, responsable, méthode et prospective, mais le mot prospective veut dire qu'on est là pour anticiper. Ce n'est pas du rebond, mais finalement, le rebond, c'est aussi quelque chose qui sert à anticiper ce qui va être l'avenir immédiat, comment on fait pour que la stratégie de l'entreprise évolue et que, à travers elle, celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise puissent se sentir directement associés. Et pour avoir, depuis quelques années, en fait depuis que je suis président du CNOSF, être plus concerné par tout le côté social, humain, celui qui est lié à l'employeur forcément, et m'être intéressé à la manière avec laquelle on peut davantage mobiliser, et encore je dis CNOSF, j'ai quand même été président d'une fédération à partir de 90, donc 89, donc ça il y a longtemps. Hein. Mais quand même, la Fédération d'Aviron, c'était aussi une petite entreprise avec 20 salariés, et donc il fallait aussi prendre soin d'eux, les mobiliser. Et vous savez, quand vous êtes dirigeant de club, vous êtes d'abord bénévole. C'est extrêmement difficile de ne pas considérer ses propres salariés comme des bénévoles. Moi, au début, j'avais tendance à penser qu'ils étaient eux aussi bénévoles. J'ai mis un peu de temps à m'adapter à une situation différente qui fait que quand ils étaient là le dimanche, moi je pensais qu'ils étaient là pour le plaisir. Non, ils n'étaient pas tout à fait là pour le plaisir, donc il faut s'adapter. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement sensible à tout le côté RH, parce qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de possibilité de rencontre, de passion, d'émotion, sans le facteur humain. Et le facteur humain,
c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'aurais aimé bosser dans les ressources humaines. Voilà, je le dis maintenant parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut expliquer, il faut aussi subir parfois des difficultés. Et quelque part, l'humanité dont on doit faire preuve, la compréhension dont on doit faire preuve, elle forme les gens. Et je pense que là-dessus, et si tu es resté, Maryse, de 2002 à aujourd'hui dans le même groupe et à t'occuper des RH, tout en ayant forcément progressé, était différente dans l'animation, dans ce que tu pouvais expliquer et la manière avec laquelle la société a évolué, et elle évolue de plus en plus vite, nécessite forcément certaines qualités d'adaptation à un univers qui change et qui en plus doit s'adapter aux nouvelles technologies. Alors malheur à ceux qui ont un peu de difficultés avec les réseaux sociaux et qui n'ont pas la culture de ça. J'en fais partie, j'ai pas honte de le dire. Toi qui parlais tout à l'heure, Dominique, là, de la numérisation. Moi, je trouve que la numérisation, c'est essentiel, pourvu que ce soit les autres qui s'en occupent. Hein. Et pas moi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui t'incombe et où il faut forcément s'adapter. Et puis, moi, j'ai fait ta connaissance à partir du moment où il y avait effectivement un partenariat entre le CNOSF et BPCE et où on a commencé à avoir des relations. Et alors, pour l'anecdote et pour que l'on puisse ne pas s'interroger sur comment, on s'est rencontrés un jour par hasard grâce à la CGT. Parce que c'était un jour de grève à l'aéroport de Marseille-Marignane et il y avait des gens qui étaient furax, qui criaient de tous les côtés, où il y avait... Comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui la difficulté, c'était il y a quelques années, et où à un moment, il n'y avait plus une seule place de libre pour s'asseoir et boire un coup, puis tu étais assise, moi j'ai dit, est-ce que je peux m'asseoir avec vous pour boire un coup, et puis effectivement, on a discuté de choses et d'autres, et on s'est rendu compte que comme elle était à BPCE, et que moi j'avais un partenariat avec BPCE, on pouvait effectivement... Banque Populaire, alors d'accord, c'est vrai que ce n'était pas encore BPCE. Voilà, et ceci explique que... On a pu ensuite développer une relation d'amitié qui fait que je connais aussi les membres de ta famille, que je salue d'ailleurs parce qu'ils sont là, j'espère, tous. Et c'est oui, voilà, je cherche si tout le monde est là. Et effectivement, c'est aussi une récompense qui touche toute ta famille. Alors, j'ai une petite pensée pour ton papa, qui n'est plus là, en regardant ta maman. Et puis pour Albert, pour Edgar, pour tes sœurs, pour ton beau-frère qui est là aussi. Et donc, je me dis qu'à travers la récompense qui t'est donnée, c'est aussi comme traditionnellement celle de tous les accompagnants qui font part de ce qu'ils peuvent apporter à l'équilibre de celles et ceux qui reçoivent une récompense. J'ai fini avec seulement le côté professionnel. Donc on passe maintenant à ce qui me semble le plus important dans la récompense qui t'a été attribuée, à savoir l'implication qui a été la tienne dans cette association Esprit de Service France. Donc j'ai aussi la fierté de faire partie en tant que membre du conseil d'administration. C'est pas bien dur d'être élu quand même. Hein. Mais, si, bon... Je n'ai pas eu beaucoup de mérite à être élu. Mais n'empêche que lorsque cette association a pris naissance, je me suis dit, c'est vrai, pour être un usager des transports, pour être un usager de ce qui peut être fait parfois en termes de services en France, on a quand même des progrès à faire. Et nous, qui donnons des leçons au monde entier en permanence, on doit s'interroger sur est-ce que nous-mêmes sommes capables d'être à la hauteur. Florence parlait tout à l'heure de tout ce qui est accueil touristique. C'est bien d'être la première destination touristique au monde, mais on va la perdre cette destination si on n'est pas plus attentif à ce que ceux qui arrivent chez nous soient mieux accueillis, mieux servis, mieux reconnus, mieux respectés. Et à un moment...
ça suffit pas de dire on est bon. Ça se démontre. Et ça se démontre au quotidien. Et moi, j'ai souhaité aussi m'impliquer dans l'association parce que je pouvais faire part d'un certain nombre d'expériences qui ne sont pas toutes positives. Alors, ce n'est pas sur le fait d'être critique pour le plaisir, c'est sur le fait d'être constructif pour que peu à peu, chacun comprenne que c'est collectif et que l'image d'un pays, elle se construit à travers l'attitude des uns et des autres pour arriver à ce qu'on puisse faire rayonner notre pays, parce que il faut qu'on soit fier d'être français. Enfin, ça, tout à l'heure, Brice disait la France, c'est un super pays. Oui, tout le monde le dit, ça. Sauf qu'on ne dit pas qu'on est content, qu'on est fier et qu'on a envie d'être français. Et on a toujours l'impression d'une réticence et on est admiratif parfois sur le patriotisme que d'autres font passer. Il n'y a pas que l'équipe de foot qui doit permettre d'être fier d'être français, même si elle y contribue. Il faut qu'à travers toutes les réalisations que notre pays arrive à concrétiser, on puisse être fier de son appartenance, de nos origines, de notre culture, de notre passé, de tout ce qui fait de nous, non pas des Gaulois, mais des Français. Et donc, l'association, elle s'est attachée à promouvoir, à développer l'esprit de service en France, à la fois dans les organismes publics, dans les organismes privés. Il n'y a pas de sectarisme, tout le monde est traité de la même manière. Il faut que le service, effectivement, et je le crois aussi, soit un nouveau vecteur de compétitivité, de performance. Et il faut aussi et surtout qu'on pense à remettre l'humain au centre du dispositif. C'est pour ça aussi que l'association Esprit de Service France, elle mérite d'être plus connue, plus reconnue. Et ce n'est pas à vous que je vais indiquer, parce que vous en êtes convaincus, tout l'intérêt qu'il y a d'y adhérer et de participer à sa croissance. Mais si vous pouvez chacun, je vais relayer un peu le message de Maryse tout à l'heure, et d'Agnès qui me dit bravo, si vous pouvez chacun trouver un adhérent supplémentaire, ben ça serait bien, non? C'est comme les graines de riz, ça se multiplie petit à petit. C'est comme ça que tu as fait Jean-Bernard, toi, non? Et donc, on peut imaginer aussi demain qu'il ne faut pas que cette association reste une petite association. Il faut que demain, elle puisse avoir un statut des salariés, un siège qui fasse que, pour ce qu'elle représente, pour l'enjeu qu'est le service en France, il faut que l'association Esprit de Service France soit une grande association. Et je pense que de ce point de vue-là, le dynamisme que vous avez créé les unes et les autres, et je regarde aussi Agnès qui est cheville ouvrière de l'association aux côtés de Maryse, voilà, et le trésorier, il a toujours besoin de regarder si effectivement... trésoriers, ils sont tous les mêmes. Ils ont un cœur à valve. Quand ça rentre, ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il faut que ça sorte, je ne sais pas pourquoi, ils ont tous un problème. Voilà. Non, mais bon, je dis ça, on en a besoin et on a besoin de trésoriers qui surveillent effectivement, parce qu'une association n'a de valeur que si elle agit dans la transparence et dans l'honnêteté. Et puis, je dois rajouter aussi, pour compléter le tableau, que tu es membre du bureau sport du MEDEF, voilà, donc ce qui fait aussi une relation avec Dominique qui est ici, et puis qu'au sein du CNOSF, tu as participé avec d'autres à tous les travaux que l'on a fait sur une opération qui s'appelle Sentez-vous Sport et laquelle a l'avantage de mobiliser tous ceux qui n'ont pas encore trouvé d'intérêt à une pratique sportive, à pouvoir la faire. Et vous me permettrez de dire que, alors je ne vais pas parler au nom du monde entrepreneurial, mais je vais dire qu'il y a une agence nationale du sport qui associe les différents acteurs du sport, évidemment l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, mais aussi le monde économique. Beaucoup ont pensé que le monde économique était associé parce qu'il allait participer au financement du sport. Certes, on ne va pas dire que s'il en a envie, on va l'en empêcher. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le monde économique considère le sport comme un outil de performance.
il n'y a pas... Mais moi, je rêve, je vous le dis, je rêve d'entrepreneurs qui donnent une demi-journée par semaine à leurs salariés pour qu'ils fassent du sport. Parce que si les salariés sont mieux équilibrés, sont plus heureux, ils seront forcément plus performants. Et à travers la pratique sportive régulière, appropriée, mais à travers le plaisir et une forme de reconnaissance qui vont témoigner vis-à-vis de leur entreprise. Et je dis ça, mais j'ai du mal à l'imposer ici. Hein, donc, bon. C'est que toi qui fais de la matin. Non, mais nul n'est prophète en son pays en même temps. Donc. Mais pour autant, je tenais à dire devant vous que le sport fait partie désormais des outils qu'un entrepreneur doit considérer pour augmenter la performance sociale et économique de son entreprise. Et on a fait, il y a 5 ans maintenant, avec le MEDEF, une étude qui montre que le gain de productivité sociale et économique est autour de 4 à 5% pour celles et ceux qui favorisent la pratique du sport dans l'entreprise. Et puis, si j'ai le temps, je raconte une anecdote. Un jour, je visite... c'est une boîte américaine, alors c'est pas bien de citer les boîtes américaines, mais ça fait rien. Donc, je visite tout l'entrepôt et on me dit, bah, tu vois là, c'est la salle de sport. 95% des salariés passent dans la salle dans la journée. Bon, c'est bien, je m'y attendais. Puis après, ils m'ont dit, bah, tu vois là, c'est la salle de repos. S'il y en a un ou une qui a un coup de fatigue, il vient, il se repose et on trouve ça normal. Je ne suis pas sûr que dans toutes les entreprises, ce soit le cas. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je ferme la porte de mon bureau. Voilà. Parce que je n'ai pas envie qu'on me voit en train d'être assoupi. Et pourtant, ça peut arriver. Et puis, il y a la dernière salle. Alors là, je vous donne en mille. Ça, c'est la salle où tout le monde doit passer à chaque fois qu'il a une idée pour échanger avec les autres, pour ne pas la garder pour lui et éviter le cloisonnement dans l'entreprise. Je trouve que ça fait partie aussi des choses qu'on appelle quelquefois la transmission de l'expérience. Et il me semble aussi que ça fait partie du rebond dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça fait partie des outils que chacun doit avoir en main pour ça. Voilà. Donc, j'ai terminé ton parcours et professionnel et associatif. Et puis, je veux juste terminer mon propos en soulignant à la fois ton dynamisme, ton énergie, qui est souvent recherchée pour la communication que tu peux donner à celles et ceux qui parfois ont un petit moment de déprime, et ça peut arriver. Et c'est important qu'on puisse trouver chez quelqu'un de quoi se rebooster, rebondir, pour ne pas reprendre l'expression, et se relancer vers quelque chose qui s'appelle quelque part la croyance, l'optimisme. Et puis je terminerai en disant que j'ai appris dans les différents colloques auxquels j'ai été convié à participer, et souvent grâce à toi, qu'il fallait que la vie professionnelle soit un mélange de bienveillance et d'exigence, et que ça conduisait à l'excellence. Voilà, c'est toi. Merci, bravo à toi. Le moment est plus solennel. Marie Juranville, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Bravo. J'enlève tout ça. Je crois que je vais prendre un peu d'eau avant. C'est pas très chic, mais j'ai pas de verre. J'ai pas de verre. Merci Denis pour ta bienveillance, voire ton indulgence. C'est difficile de prendre ta suite. Le 29 juin, ils vont comprendre. De façon plus prosaïque,
Ce n'est pas facile pour moi d'exprimer les sentiments, les émotions et les pensées qui me traversent. La question, en suis-je vraiment, réellement, je vais enlever le vraiment parce qu'il y a certains dans la salle qui n'aiment pas quand je dis vraiment, en suis-je vraiment, réellement digne? Ça me taraude, je vous l'avoue, et je dois bien l'admettre. Hein. Comme dirait un proche, un trop proche, tu n'as pas fait la guerre, même pas le service militaire. Alors, franchement, pourquoi on te fait cette distinction? Je dis, écoute, je ne sais pas trop. En tout cas, je suis très touchée et très émue. Mais je crois que quand on vient d'un petit village français, j'y tiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, un tout petit village français qui s'appelle Ouvroir-les-Champs, entre Loire et Sologne, au pays de Maurice Genevoix. On a à jamais dans nos bagages, les valeurs transmises par nos ancêtres. Et dans le cadre de cette transmission, des savoirs et des autres expériences diverses, eh bien, j'entends encore la voix de mon père, répétant souvent, rusé comme un sologno et fier comme une Valoise. Alors, c'est comme ça que je m'en souviens, mais alors si parfois j'ai la fierté un peu exaspérée, je vous prie de m'en excuser. À ton évocation de mes valeurs, mon dynamisme et autres, je me remémore les paroles de Gino Bertini, qui a été mon premier patron aux AGF, qui m'a lui aussi beaucoup appris en me disant souvent cette phrase, tu sais Maryse, un homme averti en vaut 2, mais une femme motivée en vaut 4. Enfin, c'est là aussi comme ça que je me le souviens. Mais je crois qu'il disait plutôt un homme à l'époque. Mais bon, j'ai préféré dire une femme, hein, Dominique. Sinon, croit Churchill, pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent, disait-il. Alors, je ne serai donc pas parfaite, car j'ai choisi de travailler à BPCE en octobre 2002, il y a presque 20 ans, et je n'ai pas l'intention de changer de ce groupe. Pour traverser les guerres et les réorganisations qui sont le quotidien véritablement de ces grands groupes, il faut savoir faire preuve d'abnégation, de souplesse, on dirait aujourd'hui d'agilité, mais on y croise des personnes formidables. Je pense en premier à Tanguy, qui me dit, après 6 mois d'ancienneté dans le groupe, suite à une première intervention en live devant un parterre de dirigeants Banque Populaire, « Bon, Maryse, vous êtes très crédible, mais pour être légitime dans notre groupe, contrairement à ce que vous avez vécu dans les autres groupes, eh bien, il faudra attendre 15 ans. » Après le parcours que j'avais fait chez Bolloré, Hachette et tout ça, je dis, bon, d'accord, ils ont la notion du temps dans la banque que moi, je n'avais pas avant. Merci à BPCE pour la confiance. C'est un groupe qui encourage vraiment les initiatives de ses collaborateurs, une culture d'entreprise qui m'a vraiment soutenue lors de la co-création d'Esprit de Service France. Et j'en parle un peu plus tard, si vous n'êtes pas déjà partis. Donc merci donc à Jean-Michel, Dominique, Jérôme, Michel, Serge, Sandra et la Dream Team, que j'oublie pas. Comme certains le savent, en janvier, le gouvernement a souhaité remercier particulièrement les acteurs du service. C'est dans ce contexte que nous, l'association Esprit de Service France, nous avons été distingués. Je dis bien nous avons été distingués, pas moi. C'est un signe, je le partage avec vous tous ceux qui chaque jour créent, inventent, entreprennent et sont au service de tous, au service des autres et au service de la France. Et développent le service en France. Comme toi, Jean-Bernard, comme toi, Brice, comme tous les entrepreneurs dans cette salle. Comme toi, Dominique, bien sûr. Même si tu es consultante. Merci à Sandrine Lefebvre d'AXA. Merci à Raphaël de la Poste et tous ceux de la première heure qui ont déposé avec moi les premiers statuts de l'association Esprit de Service France en 2015. Merci à tous les adhérents, les partenaires qui depuis nous ont rejoints. On en entend beaucoup d'autres. Merci aux membres du conseil d'administration. Alors, je prends mes lunettes pour ne pas en oublier un. Agnès, Jean-Yves, Philippe, Raphaël, Élodie, Nadia, Florence, Brice,
Thierry, Emmanuel, Aurélie, Olivier, Sophie et toi, Denis, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre et avec qui nous œuvrons pour plus de services. Pour ce faire, parce que nous partageons en fait un même rêve, une France esprit de service en 2024. Et pour ce faire, il nous faut croître, se développer en agrégeant toutes les énergies, tous les savoirs, toutes les initiatives pour partager tous ensemble cette même ambition. Merci à mes amis présents, et nombreux sont absents parce que, comme je le disais ce matin en ouverture, on est vendredi, il y a la reprise, il y a des exigences que je comprends parfaitement. Et en tout cas, tous les témoignages que j'ai reçus m'ont profondément, vraiment touché, profondément. Merci à la CGT de m'avoir mis sur ta route, Denis, il y a 14 ans, un soir à l'aéroport de Marseille. Merci de m'avoir associé à tes ambitions et où j'espère avoir apporté mon énergie pour défendre les causes qui m'animent et qui nous animent, le sport, le service. Et merci à toi pour ta qualité d'être, ton incroyable engagement, ta générosité, ta disponibilité et surtout ton éthique qui est assez rare de nos jours. Je suis particulièrement fière que tu nous remettes, nous l'association Esprit de Service France, c'est un signe, entre possible et impossible, il y a 2 lettres et un état d'esprit, disait Charles de Gaulle. Enfin, alors là, je vais me planter, c'est sûr. Je vais recommencer. Patlas, patotliste. Merci à ma famille qui a su me transmettre ces valeurs. J'en ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi. Je leur dois ce que je suis. Sans elles, je n'aurais pas eu ce service chevillé au corps dès le plus jeune âge. Alors, c'est la partie la plus dure pour moi. Merci à mon père qui n'est plus là. Merci à mon père. C'est un signe, il est pour toi, qui toute ta vie a œuvré pour développer dans une même et unique entreprise tous les services possibles à destination de tes clients. Merci à lui, qui a été comme père au service de sa collectivité locale et régionale pendant plus de 30 ans, comme son père. Un exemple d'engagement sans faille, à la fois en tant que collaborateur, mais aussi entrepreneur, parce qu'il était aussi en parallèle entrepreneur. Merci d'avoir su transmettre ces valeurs à ses filles, à ses 3 filles, Nathalie, Martine, et puis moi, éventuellement. Je n'oublie pas ma mère, que je remercie de m'avoir appris l'indépendance et la liberté, à une époque où, pour les femmes, c'était en fait un peu des nouveaux concepts à l'époque. Et si on vit de ce que l'on obtient, on construit sa vie sur ce que l'on donne. Merci Edgar. Avec ton Ophélie, vous me rappelez beaucoup de fierté que moi aussi, peut-être, j'ai su un peu vous transmettre ces valeurs que m'ont léguées les anciens. Et je vais vous citer une phrase que peut-être certains qui écoutent de la musique, esprit. Je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Champagne!